astronome d'Abidjan une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce NCI 360 spécialement consacré aux droits des femmes en Côte d'Ivoire. La Journée internationale des droits des femmes célébrée tous les ans à la date du 8 mars est l'occasion de renforcer l'autonomisation des femmes dans tous les domaines et de faire l'état des lieux de l'évolution de leurs droits. La Constitution ivoirienne consacre le principe d'égalité entre l'homme et la femme. Mais qu'en est-il dans les faits? Les droits des femmes sont-ils respectés dans notre pays? Pouvons-nous noter des avancées ou sommes-nous en plein recul? Nous ferons le point ce soir dans cette émission en mettant bien entendu l'accent sur l'écart technologique entre hommes et femmes. Un écart important car les femmes n'occupent que 22% des postes en intelligence artificielle et 37% des femmes n'utilisent pas Internet, ce qui justifie le thème de cette année pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Et pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous Awa Sila. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Vous êtes conseillère technique au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et vous êtes également experte au genre. C'est ça. Nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau d'NCI 360. Juste à côté de vous, Linda Vleilly. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Evelyne. Chef d'entreprise. Ça. Merci d'être avec nous. Merci. Et nous avons une femme en politique, l'honorable Touvoli Madeleine, députée de Kouitinfla et de Simfra. Bonsoir, honorable. Je vous en prie. Merci d'être là également. Merci. Sylvia Apata. Oui. Juriste. Activiste des droits de la femme, oui. Consultante senior en violence aux faites aux femmes et aux filles. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Merci d'être là. Je t'en prie. Christelle Assirou, chef d'entreprise et présidente de l'ONG Femmes Éthiques. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Merci d'être là. Et puis Nesmond Delors, que nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau d'NCI 360. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Vous êtes journaliste et activiste pour les droits de la femme. Et j'ai failli dire que les femmes ont pris le pouvoir sur NCI 360 ce soir. Bienvenue sur ce plateau encore, mesdames. Et avant d'aborder le sujet de ce soir, je vous propose ce micro-trottoir de la rédaction d'NCI. Nous avons tendu nos micros aux femmes dans les rues sur la journée du 8 mars. Sacrée Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars est célébré dans chaque recoin du monde. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est une date qui s'est bien installée dans le quotidien des populations, singulièrement des femmes. Nous vendons, nous avons nos droits aussi. Parce que nous aussi, on apporte un plus à la société. Parce que c'est ça qu'il s'agit, d'apporter son plus à la société en tant que femme. La femme d'aujourd'hui doit prendre conscience de sa liberté de femme. Elle doit se prendre en compte, se former et essayer de proclamer véritablement, comment je vais dire ça, sa liberté, son leadership. Quand tu vas au marché, tout est cher, tu ne peux rien acheter. Tu vas au marché, tu te retournes encore. Tu ne peux rien acheter, c'est cher. Si au moins on peut diminuer les choses, ça vous arrange. Même les pagnes qu'on dit, journée de la femme, les pagnes sont chères aussi. Tout est cher. Cette journée du 8 mars est aussi l'occasion de revenir sur les défis dans la lutte contre les discriminations basées sur le genre. Ce que l'homme a, la femme doit aussi avoir. Le même travail que l'homme fait, la femme aussi doit faire le même travail aussi et tout. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui entendent parler de ces droits-là, qui leur sont attribués mais qui ne les connaissent pas vraiment. Et elles vivent dans l'ignorance sans savoir qu'elles peuvent être protégées, sans savoir qu'elles peuvent apprendre, sans savoir qu'elles peuvent grandir. Il faut l'interaction parce que c'est à partir de là qu'on apprend le mieux, selon moi. J'aimerais que les hommes respectent la femme parce que nous sommes trop fatigués. Nous souffrons beaucoup. Vous voyez, nous on fait ça pour pouvoir regarder les enfants, pour aider aussi les hommes. Mais qu'ils arrêtent de nous maltraiter vraiment, parce que nous sommes fatigués. Vous voyez, nous sommes des femmes. Nous, on fait tout, les tâches de ménage. Nous faisons tout. Vraiment, nous sommes fatigués. Chaque année, les Nations Unies définissent une thématique différente. Ainsi, pour l'année 2023, le thème retenu est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Alors, on va commencer cette émission avec un sujet qui divise déjà, le port du pagne le 8 mars. Sylvia Apata, pour ou contre? Pourquoi? Contre. Contre parce que c'est bien, le 8 mars, ça signifie, c'est une journée de célébration des acquis.
on est tous d'accord que c'est une journée bilan. Mais l'accent doit être vraiment mis sur les fondamentaux et nous espérons que, au moins quand on continue la promotion des pagnes, il faudrait que les recettes de ces pagnes-là, qu'on nous explique aussi à quoi est-ce que ça servit. Et on est dans un pays où on a encore des femmes qui meurent en couche parce qu'il n'y a pas de maternité. Il y a des zones qui sont très reculées, qui n'ont pas le strict minimum. Au moins, l'argent de ces pagnes pourrait contribuer à construire des maternités, à construire des centres d'hébergement dont nous avons besoin. Christelle Aspiro. Moi, je dirais oui et non. Oui, parce que les bons points que j'attribue au PAGN, c'est l'esprit fédérateur qui est derrière. C'est-à-dire aujourd'hui, comme vous le voyez par exemple à l'écran, vous voyez des femmes qui dansent, c'est-à-dire qu'elles s'identifient à une cause. Mais quand je dirais contre, parce que la cause n'est pas suffisamment expliquée aux femmes. La journée des droits de la femme. Mais il y a une, même très jeune dans l'élément qui vient de passer, qui a dit mais il faut que la femme sache qu'elle peut aussi apprendre, elle peut aussi contribuer. Donc, il faut que ces droits, et je pense qu'il faut des actions qui vont avec, en prélude à la célébration de ces acquis-là, il faut des actions pour que les femmes, au-delà du PAGN qui est fédérateur de leur cause, qu'elles aient aussi des éléments qui leur permettent de comprendre pourquoi est-ce que cette célébration existe. Nesmond Delors. Alors, personnellement, je suis contre le PAGN du 8 mars. Je le tolère par moment quand des femmes pensent qu'elles sont à l'aise avec. Mais en même temps, je reste sceptique par rapport à la question mercantile qui est derrière. Dans l'élément tout à l'heure, l'une des intervenantes a dit le PAGN même, il est cher. Et finalement, on a le sentiment qu'on fait du business sur la souffrance des femmes. Le 8 mars, c'est quand même des ouvrières qui se sont battues, qui se sont levées. Ce sont des femmes qui ont souffert et aujourd'hui vendent des pagnes pour célébrer ces femmes, leur combat de ces souffrances. Et on ne sait même pas où va l'argent du PAGN. Il n'y a pas de transparence depuis des années. Il y a un levé de bouclier autour du PAGN du 8 mars, mais on a le sentiment que nous sommes nargués parce que chaque année, le PAGN change. Et quand le PAGN change, il faut acheter de nouveau le PAGN parce qu'on ne peut pas porter le PAGN de l'année dernière. Donc, il y a du mercantilisme, du capitalisme derrière qui, personnellement, moi, m'écoeure. Et on va certainement comprendre ça avec la représentante du ministère de la Femme. Honorable, on vous voit aborder le PAGN, donc on sait que vous êtes pour le PAGN. Ou quel est votre avis, pour ou contre? Oui, bon, moi, je suis pour le PAGN. Je suis d'avis avec... Sylvia Pata. Sylvia Pata. OK. Oui et non. Oui, parce que... Christelle. Non, c'est pas Sylvia. C'est Christelle. Avec Christelle, d'accord. C'est Christelle, je suis d'avis avec Christelle. Le PAGN, ça nous démarque. Quand on dit 8 mars, on sait qu'aujourd'hui, c'est le 8 mars. Donc, on va commémorer les femmes, on va les célébrer. Et quand nous sommes en uniforme, ça va. Mais le thème, par exemple, quand on donne un thème pour le 8 mars, c'est vrai, à Abidjan, on en parle sur les réseaux, on en parle à la télévision, mais derrière nous, au village, les gens ne sont pas au courant, c'est ce que la jeune fille vient de dire. C'est-à-dire qu'on n'explique pas mieux. C'est pourquoi je disais tout à l'heure à ma sœur du ministère, j'ai dit, mais le thème, c'est femmes et technologie. Mais ce thème, c'est vrai, nous, à Abidjan, on est au courant. Mais quand tu vas dans ta circonscription, par exemple, on te demande le thème, c'est quoi? Toi-même, là, suffisamment, c'est pas... Mais c'est aussi votre devoir d'expliquer le thème Oui, mais avant qu'on explique le thème, il faut que nous, on soit invités. OK. Parce que normalement, on doit nous inviter. On doit inviter l'Assemblée nationale, les femmes qui sont là-bas, pour leur dire, voilà le thème de cette année. Et c'est comme ça, nous aussi, on va aller répercuter dans les coins et les recoins. D'accord. Voilà. Linda Vlehi. Moi, je dirais pour, à condition, à cause de l'esprit fédérateur, en fait, autour de la lutte des droits de la femme, qui est célébrée ce jour-là, et à condition que les recettes puissent servir, en fait, pour financer, en fait, des ONG qui luttent contre des VBG, par exemple, ou bien améliorer le cadre de travail des femmes, et à condition que le thème de la journée puisse être bien véhiculé, puisse être bien expliqué de manière à ce que tout le monde puisse s'identifier.
et pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par le choix de ce thème-là. Ah, voici là, je vous vois très impatiente de réagir sur la question du pagne. C'est clair que vous êtes pour le pagne. Je ne parlerai pas personnellement de mon avis, mais par rapport à l'institution que je représente, nous avons une vision de la journée de la femme que je partage. Nous avons une idée de cette extraordinaire journée qui, au ministère, est la journée, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui est la journée pour célébrer les réalisations et les résultats faits aux femmes. C'est aussi pour célébrer la femme. Pour célébrer la femme peut-être a besoin de se reconnaître, de s'identifier. Peut-être que le pagne l'y aide et c'est pour ça qu'il y a un uniforme. Mais c'est très intéressant d'écouter les avis partagés et nous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Très intéressant. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas le sujet principal. Voilà. Dans l'élément qui est passé, il y a une jeune fille qui a dit que le pagne est cher. Comment vous expliquez le coût et à quoi sert l'argent de la vente du pagne, par exemple? Bon, personnellement, nous ne vendons pas des pagnes au ministère. Le ministère travaille avec l'industrie. Le ministère parle du thème du pagne, peut-être du choix du design du pagne et cela. Mais c'est l'industrie qui vend les pagnes pour les informations qui sont à ma disposition. Donc justement, nous servons le capitalisme à travers cette vente de pagne le 8 mars parce que c'est l'industrie qui s'en sort et c'est très... Qu'est-ce que vous aurez souhaité? Non, nous aurons souhaité... c'est l'industrie qui sait fabriquer le pagne, c'est pour ça. Nous aurons souhaité qu'il n'y ait pas ce pagne-là. Et s'il existait, il fallait qu'il soit gratuit. Quand il est gratuit, on sent vraiment l'engagement derrière pour les femmes. Déjà, les femmes sont plus pauvres en Côte d'Ivoire, selon les données officielles. Donc, il faut encore acheter des pagnes, en rajouter à la pauvreté des femmes, aux dépenses des femmes, sans valeur ajoutée. C'est triste et c'est dommage. Et on va venir sur le thème de la journée mondiale de la femme, justement, pour 2023, pour un monde digital, inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Je me tourne vers Christelle Assirou. Selon les chiffres sur le plan international, 37% des femmes n'utilisent pas Internet. Est-ce qu'on a des chiffres en Côte d'Ivoire? Non, on n'a pas de données particulières à la Côte d'Ivoire. Nous avons, il y a 2 ans de cela, fait un survey en ligne, interrogé un échantillon de 150 femmes à peu près pour avoir un peu une tendance sur les usages numériques et surtout pour savoir en fait à quoi leur sert le numérique et Internet en particulier. Donc avec ça, nous avons pu observer certaines tendances, notamment pour les femmes entrepreneurs, commerçantes, pour les étudiantes, donc pour les recherches et pour le divertissement aussi, par exemple. Mais en général, je vais essayer de donner quelques données qui sont des tendances mondiales et qui sont vérifiées quels que soient les continents. C'est-à-dire que vous avez en moyenne, quand on prend la filière, au niveau des filières d'études, donc vous avez à peu près entre 10 et 15% pour les chiffres les plus optimistes de filles qui s'orientent vers les filières technologiques. Donc, ils vont faire des cycles techniques ou d'ingénierie dans le secteur. À la sortie, elles vont se retrouver entre 5 et 10%, c'est-à-dire qu'au niveau des diplômes. Ensuite, même là encore, vous allez avoir des abandons. Au niveau du travail, tout à l'heure, vous avez dit au niveau de l'intelligence artificielle, nous avons à peu près 22%. 22%. Des postes. Voilà, des postes en intelligence artificielle. Et en Côte d'Ivoire, il y a en 2016-2017, il y a une étude qui avait été faite au niveau du ministère, je pense le régulateur, et on avait sorti le chiffre de 36% de femmes dans le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Mais dans les 36%, il faut savoir que dans les métiers du numérique, il y a les métiers du cœur, donc les métiers de celles qui construisent véritablement le numérique, et puis il y a les métiers connexes qui gravitent autour du numérique, comme le marketing, le droit, etc. Et donc, pour ces métiers-là, quand on fait la somme de tout ça, c'est là où on se retrouve à 36%.
mais en réalité, celles du cœur, elles sont moins de 10%. D'accord. Ah ouais, si là, je me tourne vers vous, parce que vous êtes au ministère. Et l'un des problèmes qu'on a justement en Côte d'Ivoire sur ces questions-là, c'est des chiffres. Pour qu'on n'arrive pas à avoir des chiffres, ou si on en a ce soir, vous pouvez nous en communiquer. Merci. Au ministère, nous sommes très attachés à la production des statistiques. D'accord. C'est vraiment la priorité. La ministre y tient et tous les acteurs qui interviennent dans l'écosystème du développement, de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, c'est une requête pour que tout le monde produise des statistiques. Les universités, les écoles et tous les acteurs qui gravitent, notamment dans le domaine du digital. Est-ce qu'on a des chiffres ce soir en ce qui concerne les femmes? Nous savons que, par exemple, la stratégie nationale de promotion et de développement du numérique prévoit à atteindre peut-être 46% d'utilisatrices de femmes d'ici en 2021 et 2025. D'accord. Je peux dire ça. Et on va justement maintenant parler de ce lien-là, femmes et technologie. Sylvia Apata, oui. Votre regard justement sur l'insertion des femmes dans les métiers liés à la technologie. Est-ce que c'est facilité en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a beaucoup de jeunes filles qui se tournent vers ces métiers-là? En termes de métiers, il n'y a pas assez de jeunes filles qui se tournent vers ces métiers. Mais ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, les femmes commencent à utiliser l'outil Internet pour s'exprimer, surtout à travers les réseaux sociaux. C'est vraiment, le digital a vraiment représenté, a permis la libération de la parole. Et vous allez voir que, vous allez constater que ces dernières années, toutes les grandes dénonciations qui ont commencé notamment sur les questions de violence basées sur le genre, violence faites aux femmes et aux filles, l'outil Internet a beaucoup œuvré en ce sens. Donc c'est dit quelque part que au niveau du gouvernement, de l'État ivoirien, du ministère notamment, on gagnerait à promouvoir cela et à rendre vraiment encore plus accessibles les métiers des technologies, de l'information et de la communication aux femmes. Desmond Delors. Oui, je souscris à ce que Apata dit et j'ajoute également que sur la question de l'utilisation du digital et des technologies, il y a beaucoup à faire pour l'insertion des femmes, pour la prise en compte des femmes. Et moi, je pense tout de suite aux femmes du monde rural, surtout les agricultrices. Je sais qu'avec l'intelligence artificielle et le développement technologique, il est possible de mettre en place certains systèmes pour faciliter le travail de l'agriculture, parce que c'est un travail pénible pour les femmes, le travail dans des conditions difficiles. Cela permettra également de suivre les travaux dans les champs, les récoltes et également vendre les produits, commercialiser facilement les produits. Oui, aujourd'hui, on sent cette tendance-là à travers les médias sociaux. Certaines agricultrices commencent à vendre à partir des réseaux sociaux, des nouveaux médias, leurs récoltes, mais ce n'est pas encore suffisamment, à mon goût, vulgarisé. Donc, il faudrait travailler sur ce secteur-là, parce que non seulement on a besoin des femmes dans les STEM, dans les sciences, dans les technologies, mais également, il faudrait que ces technologies travaillent à l'épanouissement de la femme. Malheureusement, il y a aussi des revers. En même temps que, comme le dit Sylvia Apata, ces technologies permettent la libération de la parole de la femme, elles permettent également la libération de la parole des anti-femmes. Du coup, on va assister à du sexisme en ligne, à des violences. C'est tout ça, la liberté d'expression, non? Non, la liberté d'expression, ce n'est pas les violences. La liberté d'expression, elle est encadrée, elle ne devrait pas favoriser les violences. Autant dans la vie physique, on a des lois, ces lois-là s'appliquent également au niveau du numérique. C'est pour cela, d'ailleurs, il est important de justement vulgariser ces lois de protection des femmes, de protection des données à caractère personnel, de lutte contre la cybercriminalité auprès des femmes pour qu'elles puissent se plaindre en cas de violence, de harcèlement en ligne, surtout la jeune fille. Parce qu'au niveau national, les thèmes adressent aussi la question de la jeune fille. Et aujourd'hui, de plus en plus de jeunes filles vivent de l'intimidation en ligne. Et on va revenir justement sur les violences en ligne. Le temps pour moi de me tourner vers Honorable Touvoli, Madeleine, sur le taux de pénétration d'Internet en zone rurale. Comment ça se passe? Est-ce que les femmes ont accès au numérique, au digital, ou nous sommes très loin? Non, c'est vrai, nous sommes très loin. Parce que tout à l'heure, j'ai regardé une émission. Quand on était au Salon d'honneur, je voyais les femmes qui comptaient avec le caillou. C'est parce qu'il n'y a pas le digital.
Okay. Donc, le digital a besoin de femmes et les femmes ont besoin de ça aussi. Ça peut nous éclairer. Par exemple, nos femmes du marché, le marché gros, vous partez, les femmes, elles disent le prix sur le tas. Or, s'il y a l'Internet, s'il y a le numérique, ça, c'est des pesages. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, ça a besoin de femmes et les femmes ont besoin de digital aussi. Linda Vlei. Alors moi, je souhaite rebondir en fait sur le coût d'accès d'Internet en Côte d'Ivoire, qui pourrait permettre aux femmes, à plus de femmes en fait, de pouvoir se connecter. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, l'accès à Internet favorise l'entrepreneuriat. Et donc, ça permet l'innovation, en fait, par rapport aux activités des jeunes entrepreneurs que nous voyons naître actuellement en Côte d'Ivoire. Et donc, le coût d'Internet qui pourrait éventuellement être assez bas, assez accessible, en fait, pourrait permettre... Vous trouvez que le coût actuel est élevé? Oui, il est assez élevé par rapport au coût de la sous-région, en fait. Ah, voici là. Ben, c'est intéressant parce que ce sont les raisons qui nous ont poussés à choisir ce thème-là pour cette édition 2023 de la GIF. C'est de débattre justement de tous ces défis importants que vous êtes en train de souligner. L'accessibilité aux infrastructures, à la connexion, mais aussi les compétences nécessaires à ces femmes rurales et même urbaines, et même au niveau professionnel, pour qu'elles puissent tirer le meilleur profit du digital. Parlons de... D'accord, Christelle Assireux. Oui, excuse-moi, je veux revenir un peu sur le début de ta question, notamment comment peut-être faire pour que les femmes soient plus présentes dans le numérique. Alors moi, je vais dire que, premièrement, il faut qu'elles aient l'information. Parce que moi, j'écoute beaucoup de femmes, j'entends beaucoup et je vois que quelquefois, la vision, la compréhension même de ce secteur-là n'est pas très claire chez les femmes. Beaucoup pensent que le numérique, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux. Voilà, une fois qu'elles ont un téléphone, un smartphone, qu'elles arrivent à se connecter, elle arrive à créer ses comptes sur TikTok. Elle a l'impression que, voilà, elle est dans... C'est vrai qu'on va dire qu'elle est incluse, parce que là, il y a la thématique de l'inclusion aussi. Elle est incluse, mais cela ne nous permet pas véritablement de changer les données et d'avoir des chiffres plus optimistes, justement, pour la présence féminine, présence de qualité dans le secteur. Alors, il faut de la sensibilisation. Parce que les conseillers d'orientation de l'éducation, il faut qu'ils soient plus informés des métiers nouveaux. Parce que le numérique, c'est la transformation. Aujourd'hui, le monde est transformé, en fait. Et donc, il y a des nouveaux métiers qui sont nés. Et il y a encore des nouveaux métiers qui vont encore naître et qu'on ne connaît même pas encore. D'ici 20-30, on aura de nouveaux métiers. Donc, il faut vraiment une veille au niveau des conseillers d'orientation, au niveau des parents, qui soient informés et que les enfants, quand ils arrivent au moment de décider des choix de métier, soient informés et qu'ils puissent faire des choix en conséquence. Le secteur du numérique est aujourd'hui le secteur le plus pourvoyeur d'emplois. On dit que le numérique, plutôt qu'il faut autonomiser les femmes, n'est-ce pas? Nous sommes en train de faire une commémoration de cette journée du 8 mars, donc qui met beaucoup l'accent sur l'autonomisation de la femme. Mais il faut savoir que dans l'objectif de développement durable, justement, qui adresse cette question, il est, en plus de dire travailler à l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes, il est précisé qu'il faut utiliser les technologies habilitantes justement pour conduire les femmes vers cette autonomisation. Donc, il faut de l'information, il faut de la sensibilisation et aussi, il faut une vraie volonté politique sur l'insertion des femmes dans ce secteur. Comment vous traduisez cette volonté politique? Je vais donner la parole à Nesmond, mais finissez. Comment vous traduisez cette volonté politique? Alors, aujourd'hui, on a depuis 2016... 2019, je pense que l'État, Madame le député est là, elle pourra me confirmer ou pas, mais je pense que l'État a pris des lois, tu le rappelais au début, l'État de Côte d'Ivoire a validé l'égalité et nous sommes en taux de représentativité minimum 30%, je pense. Je pense que c'est de la même chose. On a des grandes écoles aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les publics sont lesquels? Sont l'INPHB de Yamoussoukro, et avec ses filières et ses antennes d'Abidjan. On a les ATIC, donc qui sont des institutions de l'État, justement, qui forment au développement des compétences et justement au diplôme dans ce secteur. Mais il faut clairement une volonté qui dit
que chaque année, on veut pouvoir avoir dans les effectifs 50% de filles dans ces filières, sur par ce exemple. Sur ce point-là, justement, est-ce que les filles sont intéressées, déjà? Est-ce qu'elles se tournent vers là, quand on sait, ou on entend souvent les gens disent c'est des métiers d'hommes, c'est réservé aux hommes et tout? Christelle, et ensuite, n'est-ce pas? Voilà, en fait, la question adressée en réalité, la question de la présence des femmes dans le numérique est une question à traiter de façon holistique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sujets. J'ai parlé tout à l'heure de sensibilisation. Sensibilisation en l'endroit de nos décideurs pour qu'il y ait des lois ou un environnement d'encadrement justement qui booste cela. Mais en même temps, sensibilisation au niveau des parents qui ont une influence sur les enfants, mais des filles elles-mêmes. Comme on dit, on ne fait pas le bonheur de quelqu'un à sa place. Il y a aujourd'hui des stéréotypes, donc on a des idées préconçues sur la présence des femmes dans le secteur. Parce que beaucoup ne savent pas que les femmes sont à l'origine même du développement de l'informatique. Tout à l'heure, vous avez fait mention de ce que le Wi-Fi... La création du Wi-Fi. Le Wi-Fi a été créé par une femme. Le logiciel qui a permis aux hommes d'aller sur la Lune la première fois a été conçu par une femme, Margaret Hamilton. Vous avez Ada Lovelace. Il y a plein d'exemples. Elles étaient au départ, à un moment, comme c'est devenu la matière juteuse, on les a fait reculer. Et il y a toute une propagande ou des peurs naturelles qui sont venues se greffer là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'axes de travail pour améliorer la présence des femmes dans les technologies. D'accord. Le téléphone est ouvert dans cette émission, donc vous pouvez également appeler pour donner votre avis. N'est-ce pas, Mandela? Oui, je voulais dire que l'enjeu est tellement important de la présence des femmes, une présence de qualité dans le digital. Parce que sur les réseaux sociaux numériques, mais également en tant que développeuse dans les secteurs. Oui, parce que demain, lorsqu'on va interroger l'intelligence artificielle utilise les données disponibles en ligne. Et si ces données sont déjà du fait d'hommes, on n'aura pas des données genrées par la question de la femme. Et lorsque on parle aujourd'hui de ChatGPT, c'est comme ça qu'on l'appelle, et quand vous le questionnez, on veut un directeur ou une directrice, enfin quelqu'un au poste de responsabilité, on va vous présenter généralement un homme parce qu'on n'aura pas mis assez d'images de femmes DG en ligne, puisque c'est les données déjà en ligne que l'intelligence artificielle utilise. Donc c'est vraiment un enjeu capital, il faut regarder bien la question. D'accord. Honorable Touvoli? Oui, moi je pense que, comme Delon l'a dit, il faut sensibiliser. Parce que c'est vrai. Mais sensibiliser qui? Il faut sensibiliser les parents, sensibiliser les enfants. Parce que les enfants, déjà, à bas âge, quand on dit, bon, c'est vrai, il y a l'égalité du sexe. Mais quand ils sont petits, on dit, bon, la fille, toi, tu es une fille, on te donne la poupée. Et puis le garçon, on t'achète un vélo. Déjà, ça crée déjà un complice. C'est la construction sociale. Voilà. Donc, ça crée déjà un complexe. La société patriarcale. Voilà. Donc, il faut sensibiliser les parents. Il faut sensibiliser même les enfants. Sinon, le gouvernement peut prendre des décrets, des lois pour dire qu'il faut envoyer 50 ou 30% des femmes à l'école. Mais est-ce qu'elles veulent partir? Comme vous l'avez demandé, est-ce qu'elles veulent faire ça, la technologie? Parce que c'est ça. Elles sont déjà complexées. Voilà. Elles sont déjà complexées. D'accord. Ah, voici là. Voilà, donc moi je trouve que c'est heureux que les jeunes générations, de plus en plus, s'investissent dans le digital. Vraiment, cela est remarquable. En Côte d'Ivoire, nous avons des pionnières, des championnes qui se font la fierté. Je citerai des noms. Il y a Fatim Cissé dans l'intelligence artificielle. Il y a Raïssa Banro, il y a Christelle, et etc. Il y a des blogueuses de qualité. Rita Pascal, que dont j'ai fait la connaissance sur les plateaux à l'occasion justement de cette thématique qui nous réunit. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les encourager? Qu'est-ce qu'on fait pour encourager toutes ces personnes déjà qui émergent et puis encourager des personnes qui aimeraient s'intéresser à la technologie? Déjà pour cette édition de la GIF, nous avons misé sur ces femmes-là. Nous avons décidé de les mettre en lumière pour qu'on voit que les femmes contribuent au développement du secteur, pour sortir de la population de l'ignorance, pour montrer justement qu'il n'y a pas que les garçons et les hommes.
Nous avons aussi, pendant nos activités qui sont prévues, des panels, des conférences avec ces filles, avec ces dames, qui vont venir informer les élèves, les étudiantes, le public, les femmes entrepreneurs. Nous avons prévu également du coaching dans une salle multimédia pendant le salon que nous allons organiser pour que ces femmes, il y ait justement de l'éducation aux médias. Okay. Parce que les contenus posent problème souvent. Et parlons justement de ces contenus. Nesmond Delors a parlé de violence en ligne. Et vous êtes juriste, Sylvia Apata. Et quelles sont les dispositions prises pour protéger la femme, la jeune fille, sur les violences faites en ligne, si ça existe dans notre pays? Bien sûr. En Côte d'Ivoire, on a la loi sur la cybercriminalité. Et cette loi sur la cybercriminalité, elle régit tout ce qui est cyberharcèlement, cyberviolence. Donc, quand on parle de cyberviolence, ce sont les violences qui sont faites en ligne. Et du coup, toute personne qui est exposée à ces violences ou qui perpètre ces violences-là tombe sous le coup de la loi. Et on a même un organe une police qui est très réactive, c'est la PNLCC, qui s'occupe de tous les cas de cybercriminalité. Mais je veux revenir sur le fait, l'importance de l'information. Tout à l'heure, Delors, quand elle faisait son intervention, elle a parlé du fait qu'il faudrait amener les femmes rurales, sur qui repose l'économie de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. L'agriculture est tenue à 70% de main-d'œuvre active par les femmes. Alors, l'appropriation de cet outil-là, ça commence aussi par l'accès à l'éducation. Parce que quand les femmes ne sont pas alphabétisées, naturellement, elles ne peuvent pas comprendre l'importance et voilà, ne peuvent même pas savoir comment utiliser l'outil informatique. Donc, la question de l'accès au digital pose aussi sous-tend la question de l'éducation. Et ça sera le deuxième sous-thème de cette émission. Je vais donner la parole je vais juste donner la parole. J'ai un téléspectateur en ligne, je reviens. La parole à monsieur Ala Abou qui nous appelle de Cocody. Pour vous, bonsoir monsieur. Pour vous, les femmes n'ont pas assez de volonté. On vous écoute. Vous êtes là? Vous êtes avec nous? Parce que même dans les partis politiques... Allô, madame? Oui, on vous entend. Oui. Est-ce que vous pouvez juste couper Est-ce que vous pouvez couper le récepteur? Pour ceux qui ont l'habitude. Allô? Est-ce que vous pouvez couper votre récepteur, la télévision, ou couper le volume de la télé? Oui, allô? Allez-y. Allô? Allez-y, on vous entend. Oui, je voulais vous dire que même, je prends l'exemple, il y aura plusieurs lois. Allô? On vous entend, monsieur. Oui. Ben, on l'a perdu. Awasila qui voulait réagir. Oui, je voulais justement aller dans le sens de Sylvia qui parlait de la violence en ligne. Mais en analysant cela, c'est la violence qui existe dans la réalité. Hors ligne, qui se retrouve en ligne. Et donc, c'est vraiment la société les comportements qui se reflètent dans... Mais quelles sont les lois à prendre? Linda Blay, déjà, qui veut réagir. Oui, en fait, je voudrais plutôt parler de la volonté que les femmes ont de s'investir dans le secteur de l'activité des nouvelles technologies. En fait, les effets de la société patriarcale dans laquelle nous évoluons, en fait, sont celles qui créent, en fait, la réticence que nous constatons de certaines jeunes filles, en fait, d'embrasser les filières telles que les filières de la nouvelle technologie. Je pense qu'une bonne sensibilisation, comme Madame Assilou l'a dit tout à l'heure, en fait, pourrait venir démanteler, en fait, toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées néfastes, en fait, qui font que les femmes aujourd'hui n'ont pas assez confiance en elles, en fait, pour pouvoir s'investir dans ce genre d'activités-là, dans ce genre de filières, qui sont des filières en ce moment très porteuses, qui sont les filières d'avenir et qui proposent le plus grand taux d'emploi en ce moment. Et puisqu'on parle d'emploi, je reste avec vous justement pour parler des femmes, du pouvoir économique des femmes. Vous êtes chef d'entreprise, les femmes dans l'entrepreneuriat, c'est facile en Côte d'Ivoire.
C'est difficile à quel niveau? Est-ce que les femmes ont accès au financement? Je dirais oui et non, en fait. Les femmes ont accès au financement par rapport à toutes les lois de la Banque centrale de l'État de l'Afrique de l'Ouest qui sont en place en fait au niveau des banques ici en Côte d'Ivoire. Et donc, une femme au jour d'aujourd'hui qui veut entreprendre et qui a besoin de financement doit apporter certaines garanties que les femmes en général n'ont pas forcément parce que les richesses, la plus grande partie des richesses est détenue par les hommes. Donc pas toutes les femmes ont ces richesses-là pour pouvoir garantir les activités qu'elles veulent. Donc certaines femmes qui ont la couverture nécessaire en fait pour apporter la garantie en face peuvent avoir les financements dont elles ont besoin pour pouvoir développer leur activité et certaines malheureusement ne peuvent pas. Donc dans le fond, beaucoup de fonds d'aide, Christelle Assirou, beaucoup de fonds d'aide existent en Côte d'Ivoire, mais souvent on entend les femmes dénoncer les difficultés d'accès au financement. Alors moi, pour les difficultés d'accès au financement concernant l'entrepreneuriat féminin, c'est surtout parce que les femmes sont entreprenantes. Mais est-ce qu'elles sont entrepreneurs? D'accord, la différence. Je m'explique une différence. Ça, c'est entreprenante, entrepreneur. Voilà, c'est mon entendement à moi. Ce n'est pas, je n'ai pas regardé un dictionnaire quelconque, mais les femmes entreprenantes, c'est celles qui sont engagées à faire quelque chose, à produire de l'argent. Donc, commerçantes, elles font des actions, des activités. Les femmes entrepreneurs vont aller à un niveau qui est un peu plus formel. Donc, elles vont être constituées sociétés, elles vont payer des impôts, elles vont avoir des salariés, etc. Et donc, ce sont elles-là, et elles vont s'imposer une rigueur de gestion qui va leur permettre justement d'avoir accès au financement classique, j'ai envie de dire. Maintenant, après, il peut y avoir des fonds comme le fonds de la Première Dame, par exemple, qui appuie l'entrepreneuriat ou la capacité d'entreprendre, en tout cas des femmes, et qui leur permet d'avoir de l'argent pour pouvoir évoluer. À côté de ça, on a un autre type de financement aujourd'hui qui commence à faire les VC, donc les venture capital, les fonds d'investissement ou les fonds de banque qui viennent appuyer, et surtout particulièrement dans le numérique. Alors, malheureusement, 2021, les chiffres qu'on a nous disent que les femmes ont pu bénéficier, mobiliser seulement 15%, les femmes en Afrique, seulement 15% des fonds d'investissement. Et ça encore, c'est parce qu'elles étaient en équipe mixte, c'est-à-dire qu'elles étaient cofondatrices avec des hommes, et à ce niveau-là, elles ont pu mobiliser seulement 15%. Seulement 1% des femmes qui sont totalement propriétaires du capital de leur société, ont pu bénéficier de fonds d'investissement. Okay. Alors moi, j'ai envie de dire, quelle peut être la cause de cela? C'est peut-être parce qu'on n'a pas une masse critique de dossiers de femmes à analyser. Donc il faut travailler sur plus de présence féminine, en fait, plus de femmes entrepreneurs dans le secteur, pour pouvoir multiplier le nombre de femmes qui bénéficient des chiffres. Et ça, c'est peut-être une question qu'on va poser aux personnes qui travaillent sur le dossier. Avant de venir à vous, je vais donner la parole à Justin Kwame, qui nous appelle de Yamoussoukro. Pour vous, Monsieur Kwame, les femmes fréquentent beaucoup les églises et mosquées où elles reçoivent des enseignements qui sont des éléments de blocage, selon vous, pour leur développement. Monsieur Kwame, vous êtes avec nous? Ah bon? Monsieur Kwame, on a pas mal de soucis techniques ce soir. Nesmond Delors, pourtant les gens disent des choses intéressantes, je vous permets de réagir dessus après. Nesmond? En fait, les femmes évoluent le plus dans le secteur informel. Et dans le secteur informel, elles ont développé aussi une économie parallèle, une économie informelle. Et vous les verrez en coopérative et en groupement. Et les femmes vont travailler sur les tontines. C'est l'alternative qu'elles ont trouvée pour pouvoir financer leurs activités parce que pour bénéficier des crédits, il faut être dans le secteur formel. Et donc, c'est un travail aussi qu'il faut faire à la base. Regardez, est-ce qu'il ne faut pas surfer sur cette économie informelle pour renflouer les caisses des coopératives, des femmes, et les accompagner dans les tontines? Je vais revenir à vous tout à l'heure. Il y a M. Kwame qui est de retour. D'accord. On va le prendre rapidement et revenir à vous. Monsieur Kwame, on vous écoute. Oui, bonsoir mesdames.
On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc je disais comme ça que je remercie de m'avoir donné l'occasion d'intervenir à votre émission. Et le problème que je voulais intervenir sur le fait que, est-ce qu'aujourd'hui, parlons de l'émancipation ou bien de l'égalité entre l'homme et la femme, est-ce que la religion n'est pas un facteur bloquant? Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous reçu une éducation religieuse où on nous apprend que c'est l'homme qui est le chef de la famille, partout c'est l'homme qui est au devant de tout, et donc la femme doit rester soumise, etc. Est-ce que donc les valeurs religieuses ne constituent pas véritablement un facteur bloquant pour parler d'émancipation ou d'égalité de sexe aujourd'hui dans notre modernisme? D'accord. Merci pour votre avis et nos invités auront le temps de réagir sur cette question très pertinente. Vraiment. On va finir avec les femmes dans l'entrepreneuriat et on revient. Oui, donc accompagner les femmes dans l'économie informelle qu'elles ont développée en accompagnant les tontines pour progressivement les emmener à se formaliser. Oui. Aujourd'hui, on a des banques qui sont proches, des microfinances qui sont proches de ces femmes-là. Il faut développer cela davantage. On entend parler de misofinance. Vous qui êtes dans l'entrepreneuriat, vous maîtrisez plus ces thématiques-là. Donc, il faut les développer davantage si les femmes se retrouvent le plus dans ce secteur-là. Et puis, au fur et à mesure, grandir leur activité de manière plus formelle et avoir des grandes femmes industrielles pour rivaliser avec les industries tenues par les hommes. D'accord. Linda Veilly, ensuite. Effectivement, en fait, pour pouvoir pallier au problème d'accès au financement des femmes qui évoluent dans le secteur informel, a été créé en fait cet instrument-là qui est la mésofinance pour pouvoir permettre à ces femmes-là, bien qu'étant au secteur informel, d'avoir accès à des financements qui leur permettront de développer leur activité afin de pouvoir ajouter des valeurs et créer des richesses par la suite. Ah, voici là. Je voudrais dire que pour la politique d'accompagner les femmes vers l'entrepreneuriat pour sortir pour ne pas être simplement des femmes dynamiques, battantes et entreprenantes, comme on entend le slogan, eh bien, en 2015, grâce aux mécanismes qui ont été mis en place par l'État, CPC et tous ceux qui travaillent à améliorer le cadre de l'environnement économique et des affaires, la proportion de femmes qui sont allées dans le secteur formel sont passées à 15% en 2015 pour atteindre 20% en 2019. Donc, ça progresse quand même un tout petit peu. D'accord. Alors, votre avis sur ce que le téléspectateur vient de dire, notamment sur le poids de la religion perçue comme un frein dans l'épanouissement et le développement de la femme. Sylvia Apata. Bien sûr. C'est un avis que vous partagez? C'est un avis que je partage parce que aujourd'hui, avec les écrits religieux, on vous dit que l'homme est le chef de la famille. Et on part même plus loin pour dire l'homme est le chef de la femme. Ça cause problème dans la mesure où les femmes, le statut d'égalité en sexe, d'égalité en droit n'est pas purement prôné par les religions comme cela se devrait. Et quand on travaille sur la question de violence conjugale, surtout, quand on vous dénomme 416 cas de féminicide pour les années 2019 et 2020, et que à Abidjan, et quand on poursuit la recherche, quand on fait une enquête qualitative pour savoir quelle est la perception que les hommes ont de la femme, on se rend compte qu'ils ne voient pas la femme comme leur alter ego, mais plutôt comme quelque chose dont ils disposent. Et ils prennent pour alibi, naturellement, la religion. Donc, à ce niveau-là, on est à même de se poser la question. Mais pour aller encore plus loin dans la réflexion, peut-être que le problème n'est pas fondamentalement au niveau de la religion, mais plutôt de l'interprétation des écrits religieux. Ou de la compréhension. Et voilà pourquoi les guides religieux doivent impérativement être inclus dans la lutte contre les violences basées sur le genre, parce que volontairement ou involontairement, ils contribuent à creuser ces inégalités-là. Alors, elle a raison. Christelle Lassirou, on va venir à vous, on va venir à la droite. Christelle Lassirou. Alors moi, mon avis, c'est tout simplement que les hommes naissent égaux, tous les hommes naissent égaux, qu'ils soient hommes ou femmes. Et
maintenant, la religion, il y a un dispositif en fait de vie commune qu'elle prône. Mais ce dispositif, comme vient de dire ma voisine, c'est dans l'interprétation. C'est dans l'interprétation que peut-être il y a de la méprise ou une mauvaise compréhension des attentes justement au plan religieux. Et il faut pas oublier, moi j'aime bien aussi le mot équité. Voilà, à côté de cette égalité aussi, il faut de l'équité. L'équité nous parle plutôt de justice. C'est-à-dire qu'il faut que chacun connaisse sa place, chacun connaisse son rôle et qu'ensemble, on construise le foyer ou l'environnement social dans lequel on évolue. Que chacun prenne sa part de responsabilité. Je pense que c'est le plus... Une fois que ça c'est compris et que chacun participe comme il se doit à ce qu'il doit faire, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème entre hommes et femmes. Respondez-le. Oui. Je voyais sourire. Oui, parce que quand on aborde la question de la religion, le téléspectateur même a parlé des religions monothéistes, et il a cité l'islam et la religion chrétienne. Mais moi, je vais aller aussi peut-être vers nous-mêmes, nos religions ancestrales. Par moments, on veut nous faire accepter que nos ancêtres, pour faire un clin d'œil aux africanistes, que nos ancêtres étaient contre la femme, et qu'ils ont fait en sorte que leurs enfants femmes ne comptent pas et que ce soit les hommes qui soient élevés. Mais qui a rédigé cette histoire? C'est comme le problème que nous posions tout à l'heure concernant l'intelligence artificielle. Tant que ce sont les hommes qui vont donner ces données, qui vont écrire, le point de vue de la femme ne sera pas pris en compte dans l'histoire et demain, on va oublier le matrimoine est bien fait. Je vais faire une petite digression, mais qui va aider aussi dans l'analyse. Moi, je suis ouais, et je sais que chez moi, il y a des villages qui ont été créés, quand on parle du suffixe ndi, ça veut dire de la mer. Parce que vous allez entendre les villages de chez nous, bli, bli, comme suffixe, mais quand vous entendez di, ça veut dire que c'est des villages qui ont été constitués par une femme, à partir du ventre de la mer. Donc c'est une lignée matrilinéaire et donc, on va dire peut-être matriarcale. Mais aujourd'hui, le patriarcat prend de l'ascendant et cela va se traduire dans toutes ces religions, que ce soit ces religions révélées ou même nos religions ancestrales. On va faire en sorte que la femme ne compte pas. Donc il faut combattre cela. Disons les mots. Peut-être le mot combat fait peur, mais il faut se braquer contre le patriarcat et avec vraiment beaucoup de courage. Dénonçons le sexisme et je souhaite que dans nos tests, peut-être qu'on en arrivera sur la question des défis au niveau institutionnel, n'ayons pas peur d'écrire certains mots pour que cela transparaisse clairement. On a pris toutes les lois, tous les engagements au niveau international comme au niveau national, mais tant qu'on ne dénonce pas le patriarcat ambiant et le sexisme ambiant, on n'aura pas avancé. Et c'est sur cela qu'il faut travailler. Parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais qui se traduisent dans la vie de tous les jours par les actes. On va se cacher derrière la religion quand ça nous arrange. Et demain, on va reconnaître que dans notre Constitution, puisque nous sommes en République, chers téléspectateurs, nous sommes en République. Et la Constitution ivoirienne proclame l'égalité. Vous êtes contre l'égalité, vous êtes contre la Constitution ivoirienne, on doit vous bannir de la société. D'accord. Honorable Touveni, Madeleine, qui est en train de sourire. Les femmes et religions. Non, mais bon, je pense que tout est culturel. D'abord. Comme elle vient de dire qu'elle est ouais. Donc, c'est culturel. Et donc, moi, je pense, c'est vrai, on peut pas... C'est des choses qui sont déjà ancrées dans nos mœurs. Et pour qu'on t'enlève ça, il faut aller doucement. C'est pourquoi moi, je parle toujours de la sensibilisation. Je retourne. Il faut qu'on sensibilise depuis le village. Sinon, on va body, tant qu'on ne va pas à la sauce, ça ne peut pas marcher. C'est vrai, on parle des femmes d'égalité. Nous sommes nés égaux. On est nés égaux. Donc, que tu sois femme ou garçon, nous sommes la même chose. Mais les garçons ne veulent pas entendre parler, ils ne veulent pas. Quand on dit, par exemple, l'égalité des femmes, non, on n'est pas égaux, on n'est pas... Mais c'est ça. Mais sinon, il y a des textes, il y a des lois, tout c'est pris. Mais il faut maintenant l'appliquer. Pour l'appliquer, c'est la culture. Ce sont nos cultures. Donc, il faut aller à la base. D'accord. Linda Vley, yes. Alors, la religion est-elle le problème? On va beaucoup, en fait, dire les mêmes choses.
ce soir sur le plateau parce que, effectivement, les effets néfastes de la société patriarcale dans laquelle nous avons évolué ont créé une mauvaise interprétation, je veux dire, de ceux qui détiennent en fait la capacité de pouvoir prêcher, de pouvoir interpréter les livres saints. Okay. Pour la Bible que je connais, en tout cas, de l'interprétation que j'ai pu avoir de ce livre saint-là, la femme, en tout cas, a une place de choix. Il y a des femmes leaders, en fait, qui ont évolué dans la Bible. Je veux citer la juge Déborah, je veux citer la reine Esther, je veux citer plein de femmes, en fait, par qui le plan de Dieu, en fait, s'est accompli sur cette terre. Donc, on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que la femme est inférieure ou que la femme doit être marginalisée, en fait, par rapport à la religion. Non, je ne suis pas d'accord avec ce point-là. Bien au contraire, je pense que la religion, moi, en tout cas pour ma part, m'emmène à savoir qui je suis, à savoir ce que Dieu, mon Créateur, veut faire au travers de moi et comment atteindre les objectifs que Dieu a fixé en m'envoyant sur cette terre. Ah, voici là. Oui, l'islam aussi. Dans l'islam, il y a des femmes fortes, des femmes qui ont eu beaucoup de pouvoir auprès du prophète et son épouse, ses filles notamment. Donc, ça devrait être des symboliques fortes et sur lesquelles on devrait se baser. Mais c'est pour ça que nos stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre ont intégré l'apport des guides religieux, des guides communautaires, à cause de la force de la culture. D'accord. Donc, mesdames, on va changer de sous-thème. On va faire juste une petite pause et on revient. Retour sur le plateau de NCI 360 et ce soir, nous parlons des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Et pour notre autre sous-thème, nous allons parler de la représentativité des femmes dans l'arène politique. Alors, je me tourne vers vous, honorable Touvoli Madeleine, et je vous donne des chiffres que j'ai pu avoir. 16 femmes maires sur 201, 32 députés sur 250, 7 femmes ministres sur 32 membres du gouvernement. Pourtant, en Côte d'Ivoire, on a la loi sur la représentativité des femmes qui a été promulguée, adoptée en 2019. Qu'est-ce qui explique la faiblesse de ces chiffres-là? Bon, ça, c'est la volonté gouvernementale. De toute façon, le gouvernement, on a signé un décret en 2019-870 pour dire les 30% des femmes dans le gouvernement, à l'Assemblée, au Sénat, et tout. Mais sinon, le président, à l'Assemblée nationale, par exemple, il y a 34 femmes. Il y a 34 femmes à l'Assemblée nationale, actuellement. Combien de députés? Pardon? Sur combien de députés? Il y a 255 sièges. Ça ne représente rien. Oui, mais ça a été observé. Elles peuvent aller aux élections et puis tu n'as pas les élections. Tu ne gagnes pas les élections. Oui. Il y a ça. Sinon, ça a été observé. Evelyne, le gouvernement a... D'accord. Ah ouais, c'est là et ensuite le gouvernement a adopté cette loi au vu de la faible représentation des femmes dans les... Ça, on est d'accord. Voilà. Maintenant, il revient aux partis politiques, sûrement, de faire plus d'efforts et faire appliquer. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aux élections qui ont suivi la loi 2021 C'est que c'est pas... Donc pour vous, la faute est aux partis politiques? C'est le gouvernement a pris les dispositions. Il revient aux partis. Et puis aux femmes et aux femmes également. Parce qu'il faut qu'elles se portent candidates. Il revient aux partis politiques. Il faut inciter les partis politiques à choisir. Parce que pour que les femmes même partent aux élections, il faut que les femmes soient choisies dans leur parti politique respectif. Il faut que les partis les trouvent aussi. Et c'est là que je donnais la parole à Sylvia Apata. Il faut que les partis les trouvent. Les femmes sont implantées dans les partis et elles ont prouvé qu'elles ont toutes les capacités pour qu'on les accompagne. Le problème, comme je pense qu'avant la reprise du débat, on parlait du fait culturel, mais aussi même, je veux revenir sur la loi en elle-même. La loi numéro 19-870 du 14 octobre 2019, favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Au niveau de l'applicabilité, cette loi a été un véritable fiasco, il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas eu réellement... les mesures n'ont pas été contraignantes. Quand vous dites qu'on va favoriser les 30%
de quotas, on va faire de sorte que les femmes soient effectivement sur les listes électorales. Et que si un parti politique ne respecte pas cette norme-là, bon, il va juste payer. Mais vous verrez que les partis politiques vont payer. Ils préféreront payer que de mettre les femmes sur les listes électorales. Et au-delà de ça, même quand on met la femme sur la liste électorale, qu'on ne lui donne pas les moyens pour faire une bonne campagne, qui ne garantit naturellement mais pas c'est là qu'elle soit que les élue. hommes vont vous répondre qui va lui donner les moyens. Mais qui va lui donner... Non, ce qu'on a constaté, c'est que la dernière élection législative, les femmes ont été mises sur... Comme elles ont fait du remplissage, on leur a fait du remplissage sur les listes électorales. et au final, ils ont plus financé les hommes qu'ils ont présentés au sein des partis politiques et les femmes n'ont pas pu faire les campagnes comme cela se doit. Donc, naturellement, le résultat, il est là. Il y a une volonté, c'est vrai qu'il y a eu la volonté politique qui a suscité la loi et son application. Il faut aller plus loin pour qu'elle soit contraignante, pour qu'elle permette d'atteindre les résultats. Et il faut déconstruire au sein même des partis politiques. C'est là où on parle de stéréotypes et de tout ça, les violences faites aux femmes en politique. D'accord. Alors moi, je vais être longue. Effectivement, je partage un point de son avis sur l'opérationnalisation de la loi. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut la rendre opérationnelle. Opérationnelle pour que cette faveur qui est accordée aux femmes, justement, pour qu'il y ait plus de présence en politique, cela soit un fait, soit effectif. Mais en même temps, je me souviens d'un témoignage de Madame la ministre de la Solidarité. Madame Belmonde, voilà, qui, une fois, quand elle était au département de la femme, a donné son témoignage en politique, relatant qu'elle avait assiégé le terrain. Elle n'a pas attendu qu'on lui... Donc, à la limite, sa candidature a été réclamée par la population. Elle a été présente auprès de ce peuple-là qu'elle a voulu aider, qu'elle a voulu accompagner, qu'elle a voulu soutenir. Et donc, cette présence-là, c'est tout naturellement qu'elle a récolté ce qu'elle avait semé. Est-ce que vous êtes en train de parler de l'engagement de la femme? De l'engagement de la femme. Il ne faut pas rester tranquille dans son coin pour dire « je rêve d'être députée » et puis ensuite attendre que son parti politique non seulement te mette une liste électorale et ensuite te donne de l'argent. Je vois Nesmond... Donc, je pense que, voilà, c'est-à-dire qu'il faut soi-même aussi, parce qu'on ne vient pas en politique parce qu'on va avoir le titre. On vient en politique parce qu'on veut servir. Et si tu viens parce que tu veux avoir le titre, c'est à ce moment-là que tu t'inscris dans toute cette démarche de liste électorale, de financement, etc. Mais si tu veux servir et que tu as choisi ton terrain d'action, sur ce terrain-là, il faut l'investir avant même qu'on arrive à 2 ans avant les élections. Il faut qu'au moins 10 ans avant, on te connaisse. À mon avis, c'est plus évident pour moi. Oui, le débat qui est sous-jacent, c'est la philosophie autour des quotas. Je voulais déjà préciser qu'en Côte d'Ivoire, il existe un compédium des compétences féminines qui s'étend d'avoir un millier de CV de femmes compétentes en Côte d'Ivoire. 15 000. Voilà, des milliers de femmes compétentes en Côte d'Ivoire. Il y en a reçu Mme Ephrasie Yao à Sans Réserve. Voilà. Et donc, parfois, on nous dit, mais on ne voit pas les femmes compétentes, elles n'ont pas le profil. Mais en même temps, derrière, on a un compédium qui existe, c'est curieux, ce contraste est très frappant. Donc, les femmes sont là, c'est ce que les femmes sont là, elles ont la volonté, elles sont bien là. Et je disais que c'est le débat du quota qui est sous-jacent. Moi, je suis pour la politique des quotas. Je suis pour la politique des quotas parce que sans les quotas, les femmes compétentes seront toujours invisibles. À preuve, nous avons le compédium, mais combien de femmes avons-nous au poste décisionnel? Ici, nous parlons d'assemblées élues, parce que malheureusement, la loi a limité à 30% et encourage à aller à la parité. On aurait même souhaité, puisque c'est depuis des dizaines d'années quand même que les femmes militent pour avoir la parité et elles n'ont obtenu que le quota et seulement dans les assemblées élues. Mais quand les partis politiques ne respectent pas, il faut les sanctionner. Le code électoral devra être réformé, et ça, c'est le plaidoyer, de sorte que lorsque les listes électorales arrivent déjà au niveau de la commission électorale indépendante, elles soient conformes aux lois. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des partis politiques qui n'ont pas présenté 30% de femmes candidates. Je voulais préciser que des hommes ont également perdu les élections, se sont présentés et ont perdu les élections. Et il existe des femmes qui sont au quotidien aussi des populations. Et les cas sont très légion. En 2016, comment nous sommes arrivés à cette loi aujourd'hui sur le quota,
C'est parce que les femmes se sont révoltées. J'étais de ces femmes-là au plateau quand nous avons été appelés par le groupe de plaidoyer pour l'égalité hommes-femmes à l'époque. Lorsque des partis politiques ont présenté 0% de candidatures féminines en Côte d'Ivoire. Donc, après analyse des listes des partis politiques pour ces élections de 2018, les femmes ont dit « trop, c'est trop, ça suffit ». Donc, le plaidoyer du quota a été accéléré. Sinon, on ne voulait même pas le quota. On voulait la parité. Mais nous avons été contraintes au quota. Mais permettez-moi de faire l'analyse suivante. Parce que là, c'est l'Assemblée élue, mais et les postes de nomination. On me parle de 7 femmes ministres, 32, je ne sais pas si... Et là, c'est la volonté politique. C'est clairement là, un problème de volonté politique, puisqu'il y a un compédium qui a 15 000 femmes compétentes. Le gouvernement, on n'a pas pu trouver des femmes compétentes pour avoir la parité au gouvernement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. D'accord. Ah, voici là. Je voudrais donc reconnaître ce que vous dites, mais de dire quand même que bien qu'il y ait, par exemple, peu de femmes au gouvernement, ces femmes occupent des postes stratégiques. Ça aussi, parmi les 15 000 femmes du compendium, on peut trouver beaucoup plus de femmes. Non, je reconnais qu'il y a besoin de réévaluer la représentation des femmes. Mais les femmes qui sont là sont à des postes stratégiques. Linda Bley. Oui, alors moi je pense que les lois ont été votées. Je crois que les quotas ont été définis. Je crois qu'il y a des sanctions qui ont été établies. Les sanctions, par contre, pas très sûres. Très bien. C'est ça, en fait. Justement, peut-être que les sanctions devraient justement être appliquées de manière à ce que les partis politiques soient vraiment contraintes en fait, de présenter. Mais je suis totalement d'accord avec Mme Assielou tout à l'heure qui disait que les femmes doivent à un moment vouloir vraiment aspirer à servir les populations, de manière à ce qu'elles soient imposées. On a vu le cas de l'honorable Yasmina Ouenia, qui n'a pas été présentée par un parti qui est une candidate qui a été candidate indépendante et qui a remporté les élections, en fait, au niveau de Cocody. Oui, mais c'est pas le PDCI qui... C'est vrai qu'elle est au PDCI, mais... Elle a été révélée quand même par un parti politique. Il faut tenir compte de tout ce parcours aussi. Oui, je n'en disconviens pas, mais il y a cette volonté-là. Et cette volonté-là ne peut être... au niveau des femmes, ne peut être mis en lumière que par l'éducation. Vraiment décomposer cette mentalité qui a été donnée aux femmes de savoir que la femme n'est pas capable de faire grand-chose. La femme est le sexe faible, on l'entend très souvent. Et toutes ces choses-là qui minent en fait le parcours que la femme en principe doit prendre en politique. Donc les femmes ont besoin aussi de formation en politique. Elles sont dans les partis politiques, quel rôle elles jouent, sont-elles formées? Il y a aussi cette... D'accord. Avant de revenir vers vous, il s'agit des femmes, il y a la présomption d'incompétence. D'accord. Avant de revenir il s'agit des femmes, il y a la présomption d'incompétence. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela sur ce plateau et je le dénonce. Parce que quand il s'agit d'hommes, on ne parle pas d'hommes compétents, on ne cherche pas des hommes compétents. Et à chaque fois qu'on évoque la participation de la femme, c'est la présomption d'incompétence il faut qu'elle soit formée. On a formé suffisamment de femmes dans ce pays quand même. D'accord. On a une femme en politique sur le plateau qui va nous dire les réalités du terrain. Est-ce que les femmes ne sont pas engagées en politique? Les femmes, selon moi, elles sont engagées. Okay. Elles sont engagées, mais vraiment, comme le disait Christelle, avant de compter sur quelqu'un, il faut compter sur soi-même. C'est ça. Tu peux t'engager dans ta politique, mais on va te choisir pour aller aux élections. C'est de l'argent. Parce que même si tu penses que ton parti politique ne te choisit pas, que tu penses que tu peux aller aux élections en indépendant, que tu veux gagner, il faut y aller. Parce qu'il y a ça aussi. C'est un vote. C'est la loi du nombre. Et en partant là, il ne faut pas partir comme parce que je veux partir, mais il faut aller pour gagner. Moi, des hommes qui partent et qui ne gagnent pas. Laissez-les terminer. Moi, par exemple, moi, je n'étais pas politicienne. Je n'étais pas politicienne. Mais comme Assielou l'a dit, Mme Assielou l'a dit,
Mais j'ai posé des actes pour mon village, pour mon département, pour ma ville. Mais pour que je sois choisie là, ils m'ont appelé. C'est ça. Parce que c'est pas tout de dire il faut prendre les femmes, 30%, 40%, mais est-ce que ces femmes qui sont dans la politique là, elles jouent, même si elles sont dans la politique, elles jouent quel rôle là-bas? Parce que c'est ça. Oui, généralement, c'est des femmes qui n'ont pas... peut-être je peux dire. Et le quota, c'est pour que les femmes arrêtent d'avoir le rôle de service du BISAP pendant les réunions politiques. Justement. Donc, il faut, et du BISAP et du café. C'est pour cela qu'il faut le quota pour convaincre, comme vous dites que les femmes politiques ne sont pas suffisamment formées, pour convaincre les partis politiques qui ont des financements publics à former les militants de sorte à les positionner. Si on estime qu'il y a une présomption d'incompétence, de volonté, oui, on peut les former à la confiance en soi. Il y a tout cela qui est possible. Qu'est-ce que vous répondez? On va revenir. Qu'est-ce que vous répondez, par exemple, à ce téléspectateur qui disait tout à l'heure que les femmes n'ont pas de volonté? Elles ne s'impliquent pas. On va leur donner 50%, on va aller à la parité, on ne trouvera pas de femmes. Qu'est-ce que vous... Pour moi, c'est un argument fallacieux. Okay. Pour moi, c'est un argument fallacieux et j'insiste là-dessus. Oui, dans ma vie professionnelle, j'ai eu à sillonner plusieurs villages en Côte d'Ivoire. Et une fois, une dame m'a dit, je voulais être présidente de la mutuelle. Mais on m'a dit qu'ici, là, on ne peut pas voter pour les femmes. Et donc là, je ne suis pas d'accord, mais je n'y peux rien. Donc, on va revenir encore au patriarcat. On ne faudrait pas instaurer un système qui oppresse les femmes et après venir dire les femmes ne voulaient pas. C'est de l'hypocrisie. Les femmes ont la volonté, mais elles sont dans quel système ambiant? C'est ce qu'il faut dénoncer et qu'il faut corriger. Justement, lorsqu'on parle du quota, moi, je suis tout à fait d'accord avec le quota. Et ce qui me gêne, et ce que j'entends sur le plateau ici qui me gêne davantage, c'est que quand il s'agit de la femme, on présume qu'elle est incompétente, elle n'est pas dynamique dans son parti politique, elle n'est pas attachée aux populations, donc on ne pouvait pas la choisir. Mais il y a des hommes, qu'on a choisis, il y a des hommes qu'on a choisis et qui ont échoué lamentablement et qui ont été encore repositionnés par le même parti politique plusieurs fois et cela n'a pas fait débat dans la société. Pourquoi autour de la femme, il faudrait qu'elle soit vraiment bien, je ne sais pas comment dire là, bien vêtue de la carrure de femme et qui est politicienne, aguerrie, d'abord avant de compétir. Attention, je ne suis pas pour la médiocrité, mais je vous dis qu'il y a des femmes valables et compétentes et malheureusement, le système patriarcal fait que quand il s'agit de la femme, on met tout de suite sur la table la présomption d'incompétence. Et c'est ce que moi, je dénonce. Et pour aller dans son sens, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner du résultat qui est. C'est ce que la société a sémé que nous sommes en train de récolter. Quand, depuis le bas âge, vous avez fait comprendre à la petite fille que sa place, c'était d'occuper le rôle second, qu'elle devait jouer aux dinettes et que le petit garçon, on l'a pris à être courageux, mais naturellement, on a phagocyté ce leadership-là. Et ça donne le résultat que des femmes se retrouvent dans la société, même parfois, malgré le niveau intellectuel, il y a cette confiance en soi, là, comme elle était en train de dire, qui n'est pas mis en avant. Et donc, il faut continuer, il faut déconstruire. Et c'est pour ça que l'éducation est fondamentale pour que nous puissions arriver à la parité, au quota et à l'égalité des sexes. Et au-delà, moi, je vais aller plus loin pour parler du rôle des femmes dans les partis politiques. Mais les femmes sont reconnues comme grandes mobilisatrices au sein des partis politiques. Elles occupent un rôle majeur. Seulement quand il s'agit de leur donner des postes de responsabilité, naturellement, ce sont les hommes qui vont se mettre en avant et on va trouver qu'elles ne sont pas suffisamment compétentes. Et la femme, pour qu'elle puisse avoir une responsabilité, elle est obligée de fournir 2 fois plus d'efforts que les hommes. C'est cela que nous dénonçons. Et après, il ne faut pas appeler non plus pour demander, mais on aura beau donner toutes les chances aux femmes, elles ne vont pas se mettre en avant. C'est parce que vous les avez intimidées depuis le bas âge. Evelyne? Oui, c'est Christelle Astirou. En fait, la caricature de la femme en société, que ce soit en politique, que ce soit dans les technologies, je pense qu'il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de similitudes. Je vais retracer un peu le cheminement de mes prédécesseurs. La femme, elle évolue jusqu'à ce qu'elle arrive à la maturité. Elle évolue, donc elle est éduquée, elle est diplômée. Pour les femmes, peut-être citadines ou celles qui ont eu l'opportunité d'aller à l'école. Et elle arrive à un stade de sa vie où elle doit se marier. Voilà. Elle doit fonder un foyer, elle doit s'occuper de la maison, s'occuper des enfants.
Et donc, du coup, à un moment, elle n'a plus le même agenda qu'un homme. OK. Elle n'a plus le même temps pour s'investir qu'un homme. Donc, pour s'investir au niveau sociétal, au niveau de la société, pardon, ou au niveau de son travail même. Vous voyez, par exemple, dans les femmes du secteur technologique, celles qui restent dans les métiers, dans le cœur du métier du numérique, très peu y restent. Pourquoi? Parce qu'à un moment, elles doivent se réaliser au niveau de la société, ce qui est normal, ce qui est bien. Et donc, elles vont un peu sortir, elles vont arrêter de construire leur carrière dans ce secteur-là. Et elles vont y revenir après. Et quand elles reviennent, généralement, elles n'ont plus les mêmes aptitudes, donc elles vont embrasser des métiers qui vont graviter autour du cœur. Elles ne vont plus être forcément dans le cœur. Et je pense qu'en politique aussi... Vous pensez que c'est la même chose? Je trouve qu'il y a une similitude. C'est-à-dire que les poids de société ou les poids culturels, c'est ça que je vais évoquer en fait, font que une femme en politique aussi, quand elle va se retrouver dans un environnement qui est très masculin, ou masculinisé, qu'est-ce qu'on dit? En tout cas, dans un environnement où il y a beaucoup d'hommes, il y a cette intimidation naturelle qui naît. Et donc, le processus pour qu'elle prenne confiance en elle, peut-être il faut beaucoup plus de temps. Il faut beaucoup plus d'accompagnement. Il faut favoriser la femme, en somme. Donc, vous revenez sur ce que vous disiez au départ, de sorte que, en fait, quand vous étiez en train de parler du fait que la femme ne s'engage pas... Oui, ne s'engage pas vraiment. Voilà, il faut la favoriser pour qu'elle puisse sortir de sa zone de confort et pouvoir faire des choses là où on l'attend. D'accord, OK. Donc, je vais... À ma droite, là, il y a beaucoup d'impatience de vous prendre la parole. Linda Bley. Oui, alors, bon, moi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'effectivement, il y a une discrimination au moment de la nomination de certaines femmes par les partis. Mais à un moment, les actions que les femmes mènent sur le terrain les imposent, en fait, d'une manière ou d'une autre. Il faut arriver, comme Mme Mapata le disait tout à l'heure, à déconstruire tout ce que cette société patriarcale-là, en fait, a enraciné. C'est sur des centaines de générations, en fait. C'est dans l'ADN des femmes de penser qu'elles doivent faire 2 fois plus, alors que la femme est tout aussi intelligente, sinon un peu plus, que l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il faut qu'on soit à même de comprendre qu'on n'a pas besoin, en fait, de faire 2 fois plus que l'homme. On doit faire juste ce qu'il faut faire. Il faut savoir poser des actions assez concrètes pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons. Donc, je suis totalement d'accord qu'il faut favoriser la femme. Mais à un moment, il faut aussi que la femme se lève. Il faut qu'on puisse se sensibiliser. Il faut que les femmes aujourd'hui en politique puissent arriver à sensibiliser leurs jeunes sœurs qui aspirent au poste de service pour que ces jeunes dames-là aussi puissent se lever et savoir qu'elles peuvent le faire, qu'elles soient fortes, qu'elles mènent des actions fortes dans leur communauté pour pouvoir être des femmes leaders, des femmes qui auront des postes, qui seront nommés à des postes, qui ont la compétence. Moi, je ne pense pas que les femmes ne sont pas compétentes. Je suis sûre que les femmes sont compétentes. Et elles sont capables, comme on l'a dit, de mobiliser, de tenir des postes, de pouvoir en fait défendre justement la cause de la femme pour qu'ensemble, les femmes et les hommes puissent lutter contre, afin de transcender les défis auxquels nous devons faire face. Parce que c'est ça, ensemble, nous devons en fait pouvoir mener des actions concrètes contre les défis auxquels font face toute l'humanité. Evelyne, c'est pour ça qu'au ministère, on mise sur l'accompagnement des femmes. Je ne vais pas vous choquer. En tout cas, pour accompagner dès le jeune âge, les jeunes filles dans les écoles et tout, en leadership, pour s'affirmer. Et puis, le principe du mentorat aussi. Ça fait partie de nos stratégies. Très important. Pour que les plus aguerris puissent travailler avec les plus jeunes. Et aussi, il y a une autre stratégie qui importe chez nous, c'est la promotion de la masculinité positive, qui est très importante.
de ne pas voir les hommes en ennemis seulement, mais au contraire de les amener avec nous et qu'en Iforchi, ils puissent se mettre ensemble, fédérer un maillage d'hommes, un nombre assez important et pour partager des valeurs. Evelyne, excuse-moi, je voudrais... moi, je veux un peu revenir dans une réalité. Le champ politique est un champ qui est très difficile. Je ne suis pas politicienne, mais je vois, j'observe aussi mon environnement. Je connais quelqu'un qui s'est investi, je vais dire, pendant très jeune, très tôt, en politique, et qui, chaque week-end, était parti dans sa région. Parce que, justement, pour des activités sociales, pour des meetings, chaque week-end, une jeune femme entre 20 et 30 ans, elle a fait là, aujourd'hui, on va dire, elle rentre dans sa quarantaine, mais elle a fait ça pendant 10 ans au moins. Tous les week-ends. Est-ce que, soyons réalistes, en tant que femme, on se voit sur les routes comme ça, chaque week-end, aller faire campagne, sensibilisation, action sociale, mutuelle, offrir des, je dis n'importe quoi, des cahiers. C'est un vrai travail. Hein? Oui. C'est pas facile. Hein? Une femme qui... Et c'est là où je fais le comparatif avec l'évolution de la femme. À un moment, quand elle arrive, ces réalités de vie quotidienne, non seulement c'est une femme professionnelle, elle doit aller au travail, elle s'occupe de ses enfants, elle doit faire les accouchements, mais c'est pas évident. Et ça peut expliquer pourquoi les femmes ne sont pas aussi présentes en politique à un moment. Vous allez voir que les femmes reprennent leur carrière après un certain âge. Quand la maison a été stabilisée, les enfants commencent à grandir, là, vous les revoyez faire surface. Christelle touche un point. On va aller avec Vas-y alors. Okay, elle touche un point important, il s'agit des tâches domestiques. Et il faut qu'un jour aussi, nous ayons le courage de mettre cette question sur la table, la répartition des tâches domestiques. Parce que l'homme, je suis d'accord avec Madame la représentante du ministère de la Famille, les hommes doivent être des partenaires et non des personnes qu'on voit comme des ennemis avec qui nous sommes en guerre. Donc justement, dans cette masculinité positive à développer, il faudrait que les hommes maintenant acceptent le partage des tâches domestiques, de sorte que, comme ils ont le temps aussi de faire des affaires, de faire la politique, la femme aussi puisse avoir le temps de faire des affaires et de la politique. Parce que c'est le vrai problème. Et la dame qui est à l'origine du 8 mars, Mme Clara Zetkin, qui est une féministe socialiste, qui est moi mon mentor idéologique, elle a posé la question des tâches domestiques sur la table depuis les années 1910. Nous sommes aujourd'hui en 2023 et les tâches domestiques freinent encore les femmes. Il faut qu'un jour, on puisse les mettre aussi sur la table pour que monsieur prépare du riz, maman fait la sauce, tout à fait. Se partage. Ou bien carrément, on augmente aussi la question des crèches pour pouvoir garder les enfants, pour faciliter la vie dans la famille et l'épanouissement de la femme, vivre ses rêves. Ce n'est pas toutes les femmes qui veulent faire de la politique. Mais pour celles qui prennent la route tous les week-ends, il faudrait faciliter aussi pour qu'elle puisse s'épanouir aussi dans son ambition politique. On aura tout volé, Madeleine. Oui. Merci, Madame Vlé. Madame Nessimon. Quand vous dites comme ça, de mettre sur la table les tâches domestiques. Moi, je vous dis que ça sera très difficile. Pourquoi? Merci. Faut pas rêver. Parce que c'est un problème culturel. C'est ce que moi je vous dis et je tiens à ça. Parce que c'est ce qu'elle dit, elle dit depuis la nuit des temps, nous sommes nés dedans. À quel garçon tu vas dire en Côte d'Ivoire ici, moi je lave les assiettes, il faut laver les enfants. Mais ça existe, hein? C'est une question d'éducation. Non, j'arrive. Ça commence, hein? Okay. Non, j'arrive. Ça existe, mais ça existe dans combien de foyers aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Tu les fais 5 millions d'habitants. Il faut qu'on soit... Réaliste. Okay. Oui. Il faut qu'on soit réaliste. Oui. Dis aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on va voir au moins sur 1000 foyers, 500 foyers où le garçon lave le bébé et la femme est en train de préparer. Je ne crois pas. Est-ce qu'il ne faut pas changer, justement? Si, il faut changer. Le changement. Mais moi, vraiment, je suis pour le changement. Si on peut changer, mais ça sera difficile. Mais c'est pour cela, toujours, je repars en arrière. Je dis, c'est un fait culturel. Donc, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. Mais sans la sensibilisation, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et le rôle des médias est important dans ça. Oui. Pour déconstruire les comportements. Par exemple, chez nous au village, par exemple,
La femme, elle va s'aimer le riz. La femme, elle va revenir du champ. Elle a son bébé au dos. Elle va venir préparer. Le garçon, il est couché. Tout ça là. Mais aujourd'hui, tu vas aller dire à un gourou, tout ça là, il faut le laisser. Et puis, toi, tu mets mon enfant au dos. Moi, je suis couché. Va piler le riz, puisque c'est maintenant que les machines sont venues. Sinon, on pile à la main. Je pense, Madame Lee. C'est ça, Madame Nessemo. Donc, la place des technologies encore. Voilà, donc les technologies, les équipements. Je vois une femme moderne à côté de vous qui sourit. Linda Vlehi, votre avis? Madame Vlehi me dit à l'oreille, Monsieur Vlehi fait ça déjà. Hein? Bon, d'accord. Linda Vlehi, rapidement. Et ça, on va fermer ce chapitre. Oui, en fait, il faut favoriser le partage des expériences que certains couples en fait vivent. Moi, par exemple, je veux rendre le témoignage ici qu'à chacune de mes grossesses et après chaque accouchement, pendant 1 mois pratiquement, je ne lavais pas mes bébés. C'est mon époux, que Dieu le bénisse, qui s'occupait intégralement des enfants. Et ça, je me souviens, pour rire, il me disait, si l'une de tes filles accouche, je me demande comment tu vas faire pour laver. Et donc, heureusement que pour la dernière, il n'avait pas été disponible. Donc, j'ai pris en compte la dernière intégralement. Mais je veux dire, c'est une question en fait, le mariage, bon, après, c'est une équipe, en fait. Nous sommes une équipe, on voit qui est fort dans quoi, et puis on essaie de se répartir les tâches. Mais je suis totalement d'avis avec Madame Nessemo pour dire qu'effectivement, il faut à un moment pouvoir se répartir les tâches de manière à ce que chacun d'entre nous puisse être assez déchargé pour accomplir nos objectifs professionnels. Et politiques. Et en plus de ça, je voudrais rajouter que c'est très important en fait, de développer le mentorat parce que M. Vlehi, par exemple, peut partager ses expériences en termes de masculinité positive de manière à ce que d'autres hommes, en fait, puissent se rendre compte que ce n'est pas devenir moins homme ou bien faible devant sa femme, en fait, de l'aider à pouvoir gérer la maison pour qu'elle puisse, elle également, évoluer dans plusieurs régions. On va commencer dans la région de l'honorable Tshovoli Madeleine. Moi, j'aimerais parce qu'on arrive, on va vers le terme de cette émission, j'aimerais qu'on puisse aborder l'accès de la femme à la propriété en Côte d'Ivoire, le droit foncier. Les textes sont là, la femme a le droit d'hériter de la terre, j'ai envie de dire dans la loi, mais dans les faits, qu'en est-il réellement? Dans les faits, c'est encore le culturel qui prend le dessus parce que vous avez les règles religieuses, les règles coutumières qui ne veulent pas reconnaître la propriété de la terre à la femme, alors que la terre en milieu rural est le plus grand bien, donc tout autour de la terre. Si vous êtes dépossédé de la terre, vous n'existez pas. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'autonomisation économique de la femme rurale, mais moi je pense qu'on contourne la question de l'accès à la terre, l'accès à la propriété. Parce que quand on n'a pas la propriété de la terre, naturellement, ça devient difficile d'avoir accès au crédit. Et quand on n'a pas accès au crédit, on ne peut pas développer grandes choses. Et donc, c'est un plaidoyer que nous faisons aux autorités, notamment le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, de se pencher vraiment sur la question du droit à la propriété foncière des femmes rurales. En faisant quoi? En faisant quoi concrètement au niveau des coutumes? Vu que les Africains sont fondamentalement, on n'est pas dans l'individualisme. Et que le droit de propriété, chez nous, c'est très difficile d'expliquer à un Africain qu'une personne détient la terre, même les hommes. Et on est vraiment dans le partage de famille et machin et tout. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau des certificats fonciers, il y a le certificat foncier individuel et le certificat foncier collectif. Le certificat foncier collectif, il permet à une famille d'avoir collectivement la terre, mais à chaque individu, chaque membre de la famille, d'avoir une portion bien définie. Et dans les études, il s'est avéré que plus on mettait en avant le certificat foncier collectif, les femmes avaient plus de chances d'avoir des certificats fonciers que les certificats fonciers individuels. Donc, il faut essayer de faire la conciliation entre la loi et la pratique coutumière, trouver le juste milieu pour que cette loi-là devienne applicable, parce que la loi, elle est faite pour être appliquée. Cette question est d'autant plus importante que moi, en tant que journaliste, j'ai travaillé sur le sujet et ça pose un problème de cohésion sociale parce qu'il y a de véritables conflits successoraux
autour de la question de la terre. Parce qu'il y a des femmes qui connaissent leurs droits et savent ce que dit le droit positif. Donc, elles réclament justement cette propriété foncière. Et derrière, il y a le poids de la tradition qui veut les maintenir dans la précarité. Donc, il faut adresser cette question par la masculinité positive, en incluant certainement les leaders religieux, les leaders coutumiers, sur place, pour qu'ils comprennent. Et il y a des actions d'ONG sur le terrain, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que si ça va avec une volonté étatique, politique, avec tout l'arsenal qu'il faut, derrière, on pourra avoir des réparations et éviter le pire. Mais quelles sont les raisons qui sont évoquées? Les raisons qui sont évoquées, c'est la tradition. Moi, j'ai échangé avec un chef de village sur la question. Et comment la perception de la femme, il a dit, chez nous, la femme, elle appartient à la famille de son mari. Une fois qu'elle va se marier, elle ne fait plus partie de la famille, donc elle n'a plus de biens, en fait. Elle ne peut pas succéder à quelqu'un dans la famille. Alors qu'il se trouve que j'ai interrogé également des femmes qui sont mariées dans d'autres familles, et après, il y a eu des cas de décès, donc qui sont parfois revenues au village. Elles disent que dans la famille de mon mari est décédé, et donc, je n'ai plus accès à la terre. Et donc, c'est s'ils sont gentils. Donc, ça devient une question de s'ils sont gentils, et c'est grave. C'est la phrase qui a été prononcée, c'est s'ils sont gentils, si je me suis bien comportée pendant mon mariage, qu'ils vont avoir pitié de moi pour me donner. Ce sont des mots, des thèmes qui ont été employés, gentil, pitié, alors que la loi, le droit positif reconnaît déjà cette possession, en fait, ces droits successoraux des femmes à la terre. Donc, c'est un véritable problème. Votre avis dessus, honorable Touvoli? Oui, ce qu'elle dit est d'autant plus vrai, parce que moi, je suis de l'Ouest. Okay. Nous, on n'a pas droit, les femmes n'ont pas droit à la terre. Donc, vous n'avez pas droit à la terre en tant que femme députée? Non, bon, moi, je suis femme, la loi. Okay. Bien sûr. Je suis femme. Donc, normalement, je suis quittée quelque part. Okay. Donc, chez nous, la femme, dès que tu es partie te marier dans une autre famille, tu appartiens à cette famille-là. Donc, ton papa est mort ici, sa terre, son champ ne t'appartient plus. Ça appartient aux cousins, aux oncles, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi je dis... Mais pourtant, la loi... Oui, pourtant, la loi permet... Voilà, mais moi, je pense que c'est parce qu'aussi, au village, les gens ne sont pas mariés légalement. Parce qu'il y a ça aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le mariage coutumier? Oui. Le mariage coutumier n'est pas reconnu. Oui. Le mariage coutumier n'est pas reconnu. Donc, comme le mariage coutumier n'est pas reconnu, si aujourd'hui tu es avec ton mari, tu es marié au village, s'il meurt, mais on te chasse. C'est ce qui se passe. Mais si au village, c'est pourquoi maintenant, de plus en plus, on voit les gens qui se marient au village. Au village, même les villageois, ils ont commencé à se marier légalement. Maintenant. Moi, j'ai vu déjà, le mois passé, j'ai vu déjà 2, 3. D'accord. Christelle Assirou et ensuite Awasila. Oui, alors moi, je pense que cette question aussi doit être adressée en regardant la question de la succession. Et regarder la question de la succession, ça veut dire regarder la loi du mariage. Que dit le mariage? Si 2 personnes sont mariées légalement et qu'ils ont acquis des propriétés ensemble au cours de leur mariage, sous le régime de la communauté ou bien sous la séparation, il y a des droits qui sont liés à cet état de fait-là, et pour la femme et pour les enfants. Donc, je pense qu'il faut peut-être aller pour apporter une solution à cette question, c'est d'encourager les mariages légaux. Comme disait Madame le député, il faut encourager les mariages légaux. C'est vrai, au village, bon, on se met ensemble, on vit, on cultive sa portion de terre, c'est bien, mais il faut encourager les mariages légaux. Et je pense qu'il y a un autre point aussi. Une fois que vous êtes marié légalement, que vous avez fait des acquisitions et que vous avez déclaré vos biens, vous avez vos titres, etc., mais vous êtes encore plus couverts et plus protégés. C'est cela, il faut vraiment que les femmes et même les couples, que ce soit en zone rurale comme en zone urbaine, aient l'information de ce qui se fait de mieux, justement pour qu'ils aient droit à la terre et autre chose. Et là aussi, sur cette question, je pense que les technologies aussi, le ministère de la Construction est en train de travailler sur des projets justement pour sécuriser l'état foncier de Côte d'Ivoire. Assez rapidement. Oui, moi, je veux parler des femmes célibataires, parce qu'on parle de la succession de père en fille. Donc, le mariage n'est pas une solution pour ces femmes célibataires qui ne peuvent pas succéder des biens de leur père. Mais si les parents ont fait l'acquisition de leur titre foncier, mais la succession, elle est naturelle, avec les ayants droit. Mais je veux renchérir pour dire que depuis 2019, le droit d'hériter de la femme
est reconnu légalement, que ce soit dans la Constitution, mais aussi au plan interne, dans les tests. Voilà. Mais je veux faire un clin d'œil sur la sécurisation du foncier. Les titres fonciers, mais ça coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, si on veut permettre aux femmes rurales notamment, de pouvoir accéder à la terre, il faudrait vraiment réduire le coût. Le coût est trop, voilà. Prohibitif. Exactement. D'accord. C'est un plaidoyer. Merci. Ce sont des questions de fond. Les lois existent, on l'a tous reconnu ici. L'État fait cela. Et les droits, l'égalité du genre, vraiment, c'est une volonté politique. Oui. Mais le problème, c'est dans l'application. Ce sont nos pesanteurs. C'est pour ça que de plus en plus, dans nos projets, nous privilégions les dialogues communautaires, des sessions, même dans les villages, même dans les champs à école, sur ces questions de droit à la terre, de droit à l'héritage, et bien d'autres thématiques. D'accord. Nous allons aller vraiment vers la fin de cette émission et on a le privilège de vous avoir. Donc, on va demander votre avis sur cette question qui a divisé la société ivoirienne à un moment donné, notamment la proposition de loi sur la polygamie optionnelle. Proposition de loi faite par un député ici en Côte d'Ivoire. Et la société avait été divisée. Votre avis rapidement. Awa Sylla, je vais faire un tour de table. Vous êtes pour ou contre cette proposition de loi, en fait, pour ou contre la polygamie optionnelle en Côte d'Ivoire? Bon, nous sommes pour l'apaisement des familles. Okay. C'est le ministère de la Famille, c'est le ministère de la Femme. Et nous voulons la cohésion. Et tout ce que le pays va décider après réflexion nous engage. Okay. Voilà. Linda Vlehi. Je suis totalement contre parce que ça démontre en fait l'inégalité des sexes. L'homme a le droit d'épouser plusieurs femmes et la femme n'a pas le droit de faire autant. C'est l'inégalité alors qu'on prône l'égalité des sexes, on prône les droits de la femme et je pense que ça va à l'encontre total en fait de l'objectif qu'on se donne sur un point de vue gouvernemental. Madeleine Touvoli, vous qui êtes à l'Assemblée nationale. Mais moi, je pense que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est vrai. De salive aussi. De salive aussi. Mais jusqu'à ce jour, nous, à l'Assemblée nationale, on n'a pas vu ce texte. Est-ce que c'est une loi que vous auriez votée, vous? Vous auriez voté quoi? Pour ou contre? Eh bien, j'attends que cette loi vienne d'abord. OK. Okay. Pour moi, cette loi n'a pas sa place à l'Assemblée nationale parce qu'il faut la présenter par référendum pour tenir compte de l'avis de tout le monde. Parce que les femmes font 48% du poids électoral en Côte d'Ivoire. Il faut tenir compte de l'avis des femmes. Or, les femmes, l'opinion féminine n'est pas suffisamment représentée à l'Assemblée nationale pour que son avis soit suffisamment pris en compte. Maintenant, est-ce que c'est urgent? Moi, je ne vois pas l'urgence, en tout cas, d'un tel débat en ce moment, tant qu'on n'a pas réglé le patriarcat ambiant, le sexisme ambiant. Parce que la polygamie suppose quoi? Ce que les gens ne comprennent pas, nous sommes dans le lexique. La polygamie, c'est qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, mais la femme également peut avoir plusieurs femmes. Mais tant que, plusieurs hommes. Mais tant que nous sommes dans une société patriarcale, sexiste, la femme qui aura plusieurs maris sera mal vue. Bien sûr. Donc, tant qu'on n'a pas réglé cela, il ne faudrait pas qu'on nous mette cette question sur la table parce que ce sera encore au désavantage de la femme. OK. Christelle Assero. Mais cette question n'est pas sur la table. Christelle Assero. Non, dans le débat public. Mesdames. Contre. Sylvia Pata. Naturellement contre fondamental parce que c'est vraiment aux antipodes de tout ce que nous prônons. Et quand on regarde les conséquences de la polygamie, mais naturellement, on ne peut pas prôner une telle chose. Et la Côte d'Ivoire, qui s'est dotée dans sa constitution du principe d'égalité des sexes, et qui est un État laïque, doit continuer dans cette voie-là. Il n'est pas question de polygamie optionnelle. Il n'est même pas question de polygamie. D'accord. Mesdames, on va aller rapidement au carton de la semaine, juste après ceci. Ah bon. On voit ça. Les cartons de la semaine, je vais commencer par vous, Awa Sylla. Votre carton? Mon carton vert. Pour qui? Eh bien, pour les femmes de Côte d'Ivoire. OK. Et pour leurs droits. Linda Vlehi. Vous avez combien de cartons? J'en ai 3. D'accord. Je vais dire le carton vert également pour toutes les lois qui ont été
voté par le passé pour toutes les actions qui ont été menées jusqu'à ce jour et pour la célébration que j'ai pu constater en fait de la Journée internationale des droits de la femme qui a quand même prôné les droits de la femme et l'égalité des sexes. D'accord, on aura un seul carton ici. On aura tout volé maintenant. Moi, j'ai le carton vert. Beaucoup de cartons verts ce soir. Oui, j'ai ce carton vert pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes à l'Assemblée nationale. Pour qu'on débatte sur les problèmes de polygamie, les problèmes de... Le droit de la femme. Le droit de la femme et tout ça. Tant qu'on n'est pas beaucoup, mais il y a plus de garçons que nous, donc nous, on n'a pas de voix. Donc, je demande à mes sœurs vraiment de venir. Et je demande aussi au ministère de la Femme de faire beaucoup de coaching, beaucoup de panels. De mentorat. Pour former des femmes. Pour former des femmes. D'accord. Laisse-moi de l'or. Le carton vert au matrimoine ivoirien, pour faire allusion aux femmes ivoiriennes qui se sont battues depuis des années pour que nous existons, pour que nous soyons. Et je pense particulièrement à 2 femmes. Akiriad Rosemond, c'est la première femme pasteur de Côte d'Ivoire qui célèbre 30 ans de sacerdoce aujourd'hui. Quand elle commençait le ministère dans les années 90, elle était lapidée, traitée de Jézabel. Aujourd'hui, les femmes pasteurs sont de plus en plus épanouies dans les églises évangéliques. Je pense aussi à Constance Yahi, grâce à qui nous avons eu les premières lois contre les violences physiques faites aux femmes, notamment les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Le carton jaune, c'est pour plus de clarté sur l'argent du pagne du 8 mars. Parce que cette question, nous pensons qu'elle est très mercantile et sert plus le capitalisme. OK. D'accord. Christelle Assiro. Carton jaune. Je commence avec le carton jaune parce que je veux lancer un appel. Le numérique est une chance pour l'autonomisation de la femme. La femme aussi est une chance pour le numérique parce que c'est la seconde moitié de l'humanité. Et même en Côte d'Ivoire, nous sommes à plus de 48%. Donc on a une quasi-égalité entre hommes et femmes en termes de nombre. Et si le numérique est une chance, les actions comme celle de Femmes et TIC ou d'autres organisations féminines qui s'impliquent dans la promotion, la vulgarisation de l'usage responsable du numérique ne suffiront pas. D'accord. Pour un passage à l'échelle, il faut plus d'engagement de l'État. Je m'adresse au ministère de la Femme. Rapidement, en 5 secondes. Au ministère de la Femme, pour qu'il y ait de vrais plans qui favorisent l'inclusion numérique des femmes. Voilà. Et le carton vert pour célébrer toutes les femmes du secteur. OK. D'accord. Je commence avec le carton rouge. Et ce carton rouge-là, je le lève contre les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires, notamment le harcèlement sexuel. Et ce carton rouge, il est pour les membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qui ont été identifiés à 40% comme agresseurs prédateurs sexuels sur le campus et les 30% des enseignants. Et en même temps, nous profitons de ce plateau-là pour faire un plaidoyer auprès du ministère. Il faut qu'il y ait un véritable mécanisme de prise en charge des cas de violence à caractère sexuel sur les campus universitaires, commencé par l'université Félix Houphouët-Boigny. Okay. Et je lève le carton jaune pour qu'on revienne aux fondamentaux de la Journée internationale des droits des femmes, qui est le 8 mars, notamment sur la question des pagnes. Nous, le plaidoyer que nous faisons, c'est que si on n'a pas la possibilité d'arrêter la conception des pagnes, il faudrait que les recettes de ces pagnes-là servent à construire des maternités, à construire des centres d'hébergement, à financer la lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. OK, d'accord. Merci, mesdames. Nous sommes donc au terme de cette émission NCI 360, spécialement consacrée aux droits des femmes en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Carton vert à tous les téléspectateurs de NCI. Dimanche prochain, vous serez avec Ali Diarasouba. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15 dans Focus Faits divers. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. À bientôt. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI,
la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.